Bonjour, ici l'oncle Jacques et sa caisse à outils de médiateur. La démarche d'orientation professionnelle concertée intéresse tout particulièrement employeurs et employés qui ont un peu oublié les raisons pour lesquelles ils se sont choisis. L'organisation des entreprises qui se veut agile évolue plus vite qu'avant, et il n'y a pas que la génération Y qui revendique un emploi choisi écrit sur mesure. Il est normal que l'employeur et l'employé n'aient pas exactement la même vision, et la zone hockey où le bleu et le jaune se combinent pour faire du vert n'est jamais complète. L'employeur constate toujours un relatif manque de compétences ou de motivation, et le salarié, de son côté, un manque de reconnaissance ou d'intérêt dans une partie de son emploi. Certains salariés s'accommodent de cycles longs, d'autres ont très vite fait le tour du poste. Et fort logiquement, l'agilité voulue des entreprises, combinée à la volonté d'emploi sur mesure des salariés, conduit à un nombre croissant de salariés en phase de distanciation. C'est logique. Les entreprises et leurs services RH ont donc tout intérêt à détecter les signaux faibles annonciateurs d'un divorce pour anticiper sans attendre que le salarié envoie un signal fort, le burn-out. Dans des cas extrêmes, il arrive que l'intervention du médiateur débouche sur une exfiltration en urgence du salarié au bord de la crise de démence. Ça s'est déjà vu. Je vous laisse lire les finalités de la démarche. L'intervention d'un neutre a juste pour effet que ça fonctionne. Quand le chef d'un service de 100 personnes est en phase de distanciation, voire en pré-burn-out, c'est 100 personnes dont l'efficacité est fortement réduite. Pourquoi un tiers? L'entretien annuel est fait pour ça, et c'est le travail du DRH. La réponse est toute simple. Avec un bon médiateur non impliqué dans la décision, eh bien ça marche, à la satisfaction des deux parties. Il faut bien comprendre que la médiation est une alternative à la justice. Alternative largement méconnue en France, mais très appréciée au Canada ou dans les pays scandinaves pour ses effets bénéfiques, aussi bien sur le plan humain que financier. Excellent aussi pour la marque entreprise, qui permet d'attirer et conserver les talents. Les procès prud'hommes, qu'ils soient perdus ou gagnés, ont un impact sur le moral de ceux qui restent que ne soupçonnent pas les managers, ou rarement. Les coûts cachés sont souvent très supérieurs à ceux d'une indemnité normale. La démarche est assez simple à conduire. On rembobine le film à l'envers pour repérer l'origine des divergences, on analyse l'écart, on imagine des solutions possibles, on négocie et surtout on décide ensemble d'une solution sinon idéale, du moins acceptable par les deux parties. Pas toujours gagnant-gagnant, mais toujours zéro perdant, ce qui n'est pas si mal pour sortir d'une impasse. Il arrive souvent que le salarié soit un peu perdu dans l'analyse des causes de son malaise. Des outils tels que cette grille lui permettent d'identifier les points à renégocier. Il arrive très souvent d'ailleurs que le salarié fasse un transfert, prenant en grippe son emploi, alors que son problème est ailleurs. Seul un tiers peut facilement lui en faire prendre conscience et le rendre de ce fait plus négociable avec son employeur. Un salarié qui souhaite légitimement évoluer, mais qui a peur du changement, en voudra toujours à son chef de ne pas lui proposer un nouvel emploi sur place. Les causes de distanciation sont un petit peu toujours les mêmes, et un médiateur expérimenté les connaît bien. Voici maintenant la démarche proprement dite. Si elle est bien conduite, elle se mène rapidement, avec une durée des échanges de l'ordre du mois. Ces échanges sont orientés en vue de décider entre trois solutions désignées à l'avance comme envisageables par les deux parties. C'est cet objectif précis de prise de décision qui fait la grosse différence avec le simple bilan de compétences. À l'issue de ce dernier, le salarié sait ce qu'il devrait faire, mais il ne sait toujours pas comment. L'employeur s'est contenté de donner à son salarié un moyen de s'en sortir tout seul. Vous remarquerez en passant que médiation n'est pas synonyme de réconciliation, qu'il n'y a aucun tabou et que la rupture est envisagée comme possible par les deux parties. Il existe toutefois un prérequis. Les deux parties doivent choisir cette alternative de préférence au statu quo ou à la rupture brutale. Cette vérification fait partie de la démarche commerciale du médiateur qui se désiste s'il arrive trop tard. Il arrive que de grands affectifs, s'estimant trahis, décident de se venger, quitte à se tirer des balles dans le pied. Le médiateur, après enquête rapide, ne peut que confirmer le diagnostic de divorce inévitable avec chacun ses avocats. À l'impossible, nul n'est tenu. Ça ne m'est arrivé qu'une fois en 25 ans.
Je n'avais pas imaginé au départ qu'un salarié puisse agir contre ses intérêts dans un seul souci de se venger. Le burn-out fait perdre tout discernement. La démarche débute par une série d'échanges en tête-à-tête avec chacune des deux parties, où le médiateur se comporte un peu comme un coach unique pour les deux, en vue de permettre à chacun de changer la représentation qu'il se fait de l'autre et de la situation. Tant qu'ils confondent leur point de vue avec la réalité, il ne sert à rien d'engager la négociation. Le médiateur fait des navettes. À l'employeur, il expose le point de vue du salarié, et réciproquement. Lorsque l'échange a des chances de porter ses fruits, il est possible d'engager la concertation assistée d'un tiers. Celui-ci oblige les gens à s'écouter et évite tous les défauts d'interprétation qu'il clarifie. Il fait la part de ce qui relève des principes, parfois contraires à l'intérêt. L'affectif est à prendre en compte, mais pas tout à fait au même niveau que le factuel. Même si le médiateur est bon pédagogue dans l'art de la négociation, il faut parfois plusieurs séances et laisser du temps aux idées de cheminer. C'est la fameuse période de cohérence propre à n'importe quelle médiation. Quand le conflit repose sur un malentendu, il est normal que la solution choisie soit le maintien dans la fonction. Il convient toutefois d'acter la décision et d'agir à la fois sur l'organisationnel et le comportemental. L'expérience montre qu'une redéfinition du poste ne suffit pas plus qu'une simple charte des comportements. La médiation ne doit pas se terminer par de simples vœux pieux. Et bien sûr, le personnel victime ou même témoin du conflit doit être informé des bases du nouvel accord sous une forme à imaginer. Les cas les plus fréquents de cette solution sont les malaises liés à un accident de la vie personnelle. Divorce, soupçon de maladie grave, problèmes financiers, ado sur une mauvaise pente, parents en quatrième âge ou même en phase terminale, perte d'un proche, handicap caché, etc. Pour trouver la solution, il suffit d'en parler. Mais de même qu'il existe des familles de taiseux, il existe des entreprises de taiseux. Je vous pose la question, le jeune cadre dynamique d'une entreprise dynamique a-t-il le droit d'avoir un passage difficile ? Dans bien des entreprises, il est prudent de le cacher. Le médiateur rétablit le dialogue, le temps de sortir d'une crise. Quand un chef de service était trop babacool, la tendance naturelle de la direction est de le remplacer par un facho, et réciproquement. Les écoles de management feraient bien d'alerter sur les dégâts posés par les alternances brutales de stratégie, d'organisation ou de style de management. Constat du médiateur, trop souvent, le nouveau directeur s'empresse de démolir ou d'ignorer tous les projets de son prédécesseur, sans respect pour ceux qui avaient investi dans les projets en question. Le médiateur qui est tout sauf un binaire est capable de négocier avec des extrêmes. Le troisième cas assez classique qui débouche sur un maintien dans le poste est celui du salarié qui a acquis avec le temps des savoir-faire très spécifiques à l'entreprise. Les deux parties sont bien obligées de s'entendre. Le médiateur commence par un cessez-le-feu, puis un armistice pour déboucher aussi rapidement que possible sur une paix durable. Dans un premier temps, il pourra utilement jouer les casques bleus de l'ONU pour vérifier si les accords sont respectés. Venons-en à la mobilité interne, plus facile évidemment dans les entreprises d'une certaine taille et à plus forte raison dans les groupes. Mon constat factuel, les mairies qui ne peuvent licencier sont plus performantes que les entreprises en matière de mobilité interne. Perçue autrefois comme une sanction, la mutation a aujourd'hui changé d'image et il reste bien connu qu'un salarié mauvais dans une équipe peut se révéler excellent dans une autre. Là encore, il conviendra que la décision soit bien présentée comme la preuve d'un souci de la direction de gérer les carrières et non comme la solution de la dernière chance. Pour que la greffe prenne dans le nouveau service, il peut éventuellement être utile de prévoir d'accompagner le nouveau chef s'il aurait préféré recruter du neuf, et le salarié adopté si les règles du jeu dans un nouveau service sont différentes de celles qu'il connaît. On peut devenir chef sans l'avoir désiré. Malaise assuré pour lui, son chef, son équipe et tout son environnement. On connaît aussi l'histoire du meilleur soudeur nommé chef d'équipe et qui fait tout pour rester le meilleur soudeur. Chef, c'est un métier qui ne repose pas que sur la compétence professionnelle. Ce genre d'erreur de casting est assez facile à rectifier après concertation à trois.
Les erreurs de recrutement concernant les emplois de multi- ou monotâches sont très fréquentes par des employeurs qui méconnaissent ce critère essentiel d'emploi choisi. Cas typique rencontré, la juriste embauchée comme assistante commerciale. Elle a choisi ce BTS car c'était le seul proche de son domicile, mais elle aime travailler tranquillement sur des dossiers, et certainement pas répondre à 3 coups de fil en même temps. Dans ce cas précis, elle avait réussi à mettre sa collègue secrétaire en dépression profonde. Autre cas typique, un laboratoire de recherche embauche, à cause de son BTS chimie, un jeune au tempérament manifestement commercial. Les erreurs graves de recrutement devraient pouvoir être rectifiées par l'entretien annuel, dont l'objectif principal devrait être de vérifier si le salarié est toujours bien en bonne adéquation avec son emploi. Encore faudrait-il que l'entreprise fasse un bon usage de l'entretien annuel, outil génial créé après mai 68 et qui semble bien démodé aujourd'hui. Enfin, très fréquemment, les deux parties tombent d'accord pour dire que la solution la meilleure pour tous consiste à poursuivre chacun sa route tout en restant amis. Il arrive qu'une entreprise en profite pour essaimer et devienne le premier client d'un salarié qui s'installe en indépendant. Amusant, ils étaient d'accord pour la séparation mais ne le savaient pas. Le salarié se rendait aussi désagréable et inefficace que possible dans l'espoir de se faire virer. Le manager flirtait avec le harcèlement dans l'espoir vain de provoquer une démission. On ne démissionne plus au XXIe siècle. On procède à une rupture amicale. Les cas les plus classiques de concertation débouchant sur la séparation sont évoqués sur cette diapo. Le salarié qui fait très vite le tour de son poste et qui doit continuer à zapper, mais ailleurs. Le conflit de personnes irréversible, surtout s'il y a trop de témoins. Le cas de la personne chargée de répondre aux réclamations des clients et qui se justifie en dénigrant sa propre entreprise. Plus rarement, des problèmes de divergence sur l'éthique et les valeurs. Et bien évidemment, toutes les suppressions de postes pour des motifs économiques ou changement de stratégie. Les réorganisations cassent des œufs et l'entreprise a intérêt à veiller à leur reclassement. Ça fait bien évidemment partie de la RSE. Il m'est arrivé de dire à un client fier de traiter ses déchets organiques qu'il lui appartenait aussi de traiter ses déchets humains, y compris s'ils étaient encore en parfait état de marche. Dernier point à connaître, le fameux caillou dans la chaussure. S'il est réellement démontré qu'un seul salarié compromet la marche de tout un groupe, il appartient au leader de ce groupe de vider le caillou de la chaussure, en général au grand soulagement du reste de l'effectif, mais pas toujours. Le caillou a souvent une forte personnalité, devenu aigri par manque de reconnaissance. C'est un leader d'opinion, moins écouté qu'à une époque, mais il fait encore la loi à la machine à café. Évitez surtout de l'humilier et reconduisez-le à la frontière avec les honneurs dus à son rang. Payez son pot de départ et offrez-lui une canne à pêche. Ça vous coûtera moins cher que de monter un dossier avec l'aide d'un avocat qui va lui inventer des fautes graves, le plus souvent bidons. Pour terminer, parlons des coûts comparés entre ne rien faire, qui coûte une fortune, en coûts apparents et en coûts cachés. Laisser le dossier filer en justice. Avantage principal, il faut bien le reconnaître, vu la lenteur des procès, c'est peut-être votre successeur qui devra inscrire la somme à son budget. Enfin, médiater, terme qui n'existe pas dans le dictionnaire, malgré son efficacité très supérieure à celle du verbe arbitrer, et qui ne coûte presque rien. Voilà, cette prestation a fait ses preuves avec 20 ans de référence positive. Elle est libre de droit, car ce n'est que du bon sens un peu mis en forme. Si pas clair, je vous laisse mon adresse mail. Conseiller plus jeune que moi m'amuse plus que les sudoku que me propose la société pour rester réveillé. Que les vents vous soient favorables, vous qui avez encore des voiles.